Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau projet sur Lightroom et je vous en parle tout de suite juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui puisque j'ai l'intention de faire un nouveau projet et cette fois-ci sur Lightroom classique. Donc la dernière version qui est sortie bien sûr, là on a actuellement la version 11 avec la nouvelle technique de masquage. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite si vous n'avez pas vu le test que j'avais fait dessus bien sûr. J'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir une formation sur Lightroom. Je vais la nommer tout simplement Lightroom Classique 2022, la capsule. Alors vous allez me dire pourquoi tu fais une formation Lightroom, la capsule, tout simplement pour complémenter ce que j'avais fait déjà sur Photoshop. Je vais faire une continuité aussi. Vous aurez bien évidemment Lightroom Classique 2022, la capsule, et vous aurez évidemment Photoshop 2022, la capsule aussi. Alors, pourquoi je me décide de faire cela ici avec ces deux logiciels? Comment cela va se passer déjà? Sur Lightroom, bien sûr, je vais faire preuve de pragmatisme et de flexibilité sur ce logiciel puisqu'on va parler principalement de développement. Vous en doutez, on va voir un petit peu ce qu'on peut amener justement avec ce logiciel pour faire des choses créatives puisqu'il y a eu des nouveaux outils qui se sont implémentés justement dans ce logiciel. On va travailler aussi également avec d'autres logiciels en plugin car comme vous le savez déjà, Lightroom ou Photoshop, en règle générale, vous avez la possibilité de jouer avec des plugins. Et je m'étais dit qu'il était intéressant de reprendre aussi des tutoriels, que ce soit sur le point créatif et sur un point de vue aussi traditionnel. Alors bien sûr, cette formation elle sera composée de développement. En même temps, je vais faire quelques petits points techniques. Je vais un petit peu partager cela, bien sûr, sur ce logiciel. Et on va commencer tout de suite, justement, ce petit point de formation. Toujours basé donc sur le développement, je voulais parler un peu du profil, des corrections de l'objectif. Alors vous allez me dire pourquoi tu commences par les profils d'objectifs. C'est qu'on est de plus en plus amené à avoir des profils d'objectifs qui sont corrigés directement dans notre boîtier et ça forcément Lightroom le reconnaît automatiquement. Ici bon je vais vous donner l'exemple typique avec le Z5, ça peut être valable aussi sur un Fuji ou bien autre marque bien sûr, ce qui fait que ce sera automatiquement décoché ici. Vous voyez, activer le profil de correction, ça ne se fait pas là, puisque le profil d'objectif intégré a déjà été appliqué. La preuve en est, lorsque vous cliquez sur la note d'information, là vous voyez que c'est mon Nikon Z5 avec le Nikkor Z2470 f4S. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce fichier brut contient un profil d'objectif intégré permettant de corriger la distorsion, l'aberration chromatique et le vignettage. Le profil a déjà été appliqué automatiquement à cette image. Voilà. Alors donc ça c'est la chose qu'il faut déjà savoir. Si vous n'avez pas de profil d'objectif intégré, vous activez le profil de correction et vous allez pratiquer bien évidemment à la méthode classique. Alors ici vous avez même la possibilité de jouer sur plusieurs paramètres en mode manuel. Sincèrement avec l'automatisme vous pouvez déjà bien vous en sortir. Il fait très bien son travail. On va aller ici dans les réglages de base et bien sûr on va parler des différents profils que vous pouvez trouver dans Lightroom classique. Vous voyez que j'ai sélectionné mon appareil photo plat. J'ai tout simplement ici sur cette petite icône avec l'explorateur de profil bien sûr et j'ai été dans la catégorie caméra matching. Bon là ici il se trouve que j'ai 31 profils sur mon Z5. Si ma mémoire est bonne, j'avais mon Nikon D810. Il y avait simplement tous les classiques qu'on pouvait trouver, le net, le paysage plat, etc. Mais là, bon, vous voyez, on a déjà tous les classiques qui sont ici. Ok. Plus ou moins contrastés. Bon, vous les voyez ici avec des monochromes. Et il y a aussi des profils qui sont un petit peu plus ou moins créatifs, qui ont été ajoutés justement au profil de la caméra. C'est une bonne surprise pour moi quand je l'ai découvert. Par rapport à avant, et même par rapport à mes Fuji, j'avais les profils Fuji aussi également préalablement avec mes anciens boîtiers Fuji. Mais là, je vois qu'il y a des choses qui s'ajoutent aussi également. Alors bien évidemment, vous vous doutez bien, bon, j'avais pris un profil plat pour essayer d'aller un peu plus loin dans mon image. Si je prends le profil paysage, comme vous voyez ici, bon, vous voyez que le traitement qu'il faudra attribuer après, il faudra simplement tirer un petit peu les ombres.
et on va pas faire beaucoup de travail dessus. Je vais repartir sur le plat, ou bien peut-être un peu le neutre pour que le fichier soit légèrement un peu contrasté, pour qu'on puisse partir sur une base un petit peu plus ou moins solide. Après, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de jouer avec les profils Adobe, hein, le Adobe couleur, monochrome, le éclatant, paysage, l'Adobe standard, qui restent aussi des très bons profils pour commencer à post-traiter une photo qui reste des standards finalement. On a même un Adobe neutre, vous voyez, juste comme ceci, ça peut être aussi pratique. Comme j'ai mes profils de caméra, j'en ai profité, on a utilisé le neutre ici et on va commencer à travailler à partir de celui-ci. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter aussi, petite parenthèse, des profils créatifs. Les profils créatifs, j'avais fait un pack préalablement. Vous pouvez toujours les retrouver sur mon site internet dans la section pack. Ce pack de profils, bien sûr, il est valable pour les heures dorées, pour l'heure bleue, et vous avez aussi des noirs et blancs. Mais bon, là, dans ce cas ici, on n'a pas vraiment la nécessité d'utiliser un de ces profils, puisqu'on n'a pas une de ces ambiances-là. Alors bien sûr, si vous voulez retrouver ces packs, vous allez directement sur mon site internet, vous cliquez sur l'onglet pack et vous trouvez ici tous les packs à partir de Luminar 4 et vous avez aussi également tous ces packs de Lightroom que vous allez retrouver ici. Vous avez un pack de presets bien sûr, vous avez aussi également les 30 profils Lightroom et dernièrement avec l'anniversaire sur la chaîne, j'avais fait aussi un pack de 10 presets gratuits que vous retrouvez donc juste ici. Bien sûr, on va revenir ici en arrière. Et petite parenthèse aussi, lorsque vous êtes sur un profil, on va dire par exemple celui-ci, un profil créatif, vous avez la possibilité de jouer ici avec le niveau, comme vous le voyez là. Bon là c'est un petit peu trop bien sûr. Et vous pouvez réguler la puissance du profil sur votre image. Vous n'avez pas la possibilité de faire cela bien sûr avec un profil de caméra. Ou bien évidemment, si vous prenez un profil Adobe couleur, là, vous n'avez pas la possibilité de jouer avec cela. Ça, faut le savoir aussi. Hein. Bon, là, je vais reprendre le truc de caméra en neutre. Et on va aller dans notre panel de réglage, bien sûr. Alors, je vais faire fermer. Et on se retrouve là. Comment fonctionne ce panel ici de développement? C'est vraiment le plus simple du monde. Vous avez déjà deux types de traitements, un couleur ou un en noir et blanc. Vous voyez, vous avez la possibilité de enlever la couleur et de passer sur un noir et blanc comme ceci. Ça, c'est vraiment très simple. Et ici, bon, vous avez le rappel de votre profil. Si vous voulez changer, bien évidemment, vous avez le carré là. On a la petite pipette et on a la, comment dirais-je, la balance des blancs. La balance des blancs qui, elle, bon, facile à reconnaître. Vous avez la température, bien sûr. Je pars du principe que vous travaillez sur un fichier RAW, bien sûr. Hein. On ne part pas du principe sur un fichier TIFF ou JPEG, où là, vous n'aurez pas la température qui sera exprimée en Kelvin, mais sur un fichier TIFF ou JPEG, ce sera simplement une valeur. D'accord ? Là, ici, on parle de température, on parle en Kelvin, d'accord? Et vous pourrez tout simplement soit réchauffer la photo, ou soit la refroidir. Et après, vous avez même un second curseur pour permettre de vous teinter, soit rajouter un peu de magenta, ou rajouter ici du vert. Petit rappel aussi, bon, quand vous regardez bien le bleu et le jaune, et le vert et le magenta, juste comme ceci, ce sont les deux couleurs complémentaires que vous pouvez retrouver dans la synthèse additive RVB. Je vous rappelle un petit tuto que j'ai fait justement sur Photoshop avec la synthèse RVB, la luminosité, etc. N'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets dans la petite étiquette en haut à droite. Alors, bon, première chose que vous pouvez faire, c'est utiliser les profils personnalisés. Vous pouvez vous mettre en auto, ça va bien faire le job, comme vous le voyez là, ou vous pouvez aller sélectionner, bon, bien évidemment, la lumière naturelle, le temps nuageux, les ombres, voilà. Vous avez celui-ci aussi, fluorescente, flash. Et ce que je peux faire, c'est utiliser ma petite pipette. Et là, l'objectif pour avoir une balance des blancs neutre, c'est que vous voyez ici, vous avez trois valeurs RVB. Vous voyez, rouge, vert et bleu. Juste en dessous du carré. Là, on a par exemple 22,2, 22,2 et 21%. Les trois valeurs sont quasiment identiques. Pour être vraiment très précis, il faudra avoir trois valeurs identiques. Si je vais partir sur une valeur ici, regardez, je suis à 48,6, 48,1 et 45,1. Ça pourra aller plus ou moins. Si je vais dans une valeur dans le ciel ici, sur une couleur plus ou moins neutre ici, vers le bleu blanc comme ça, vous voyez, on a 76,1, 76,1, 78 et 87,5. Vous voyez, bon, on a ces valeurs qui sont plus ou moins correctes, comme vous voyez là. Il vous faut trois valeurs identiques pour obtenir une balance des blancs neutre, vous voyez.
La plupart du temps, un gris moyen ou un point blanc, ça peut marcher aussi relativement bien sûr. Si je repars ici sur le gris, voilà, juste comme ceci, bon, on peut dire que ça peut faire son travail. Vous voyez, ça marche plus ou moins bien. Alors, bien sûr, une fois qu'on a fait cela au niveau de la balance des blancs, on va parler ici des tonalités. Tonalité avec l'exposition, contraste, haute lumière, ombre, blanc et noir. D'accord? Ça concerne les tonalités. Tonalité, bon, là, si vous avez vu mon épisode sur Photoshop avec la synthèse RGB, la luminance, etc., vous allez comprendre, c'est très rapide. Bon, ici, on a un histogramme représentatif. Il faut savoir ici que vous avez les noirs, vous avez les blancs, d'accord? Vous avez la valeur 0, c'est le noir absolu, et la valeur blanche ici, c'est 255. Vous avez 256 valeurs de luminosité. D'accord? Là, c'est le noir absolu et là, c'est le blanc absolu. Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, pour bien que vous compreniez, je vais utiliser ma courbe des tonalités. Je vais ici baisser mon point blanc que vous voyez qui est ici. Ce que je vous ai dit, d'accord? On a 256 valeurs de luminosité parce que ça commence à 0. Si je baisse ce point-là ici, complètement en bas, c'est-à-dire à 0, on obtient le noir absolu. Je vais remonter ici ma courbe. Voilà. Je vais prendre le point noir. Et cette fois-ci, je vais le monter tout en haut, à la valeur 255. Et là, je vais obtenir le blanc absolu. Comme je vous l'ai montré ici, au début, c'est les noirs. On a le curseur des noirs qui est juste ici. Les ombres, juste là. Là, vous avez les tons moyens. Là, vous avez les hautes lumières. Et là, bien évidemment, vous avez le point blanc. Si vous regardez l'histogramme, ici, au niveau des tonalités, vous allez pouvoir jouer sur plusieurs paramètres, comme vous le voyez ici. Si vous allez sur les noirs, vous voyez que là, il y a le curseur des noirs qui vient en surbrillance. Si vous allez ici sur les ombres, vous voyez qu'ici, le curseur des ombres commence à aller en surbrillance. Ici, au niveau du milieu, on va sur l'exposition, on pourra jouer avec le curseur d'exposition. Ici, vous avez les hautes lumières, et bien évidemment, là, vous avez le point blanc. Et vous voyez que ça passe en surbrillance. Alors, petite constatation ici, regardez ce qu'on va faire. Ce qu'on peut faire pour s'amuser un petit peu, pour voir comment cela se passe, si on veut baisser l'exposition ici, on peut le faire en prenant la partie du milieu. Vous voyez, juste comme cela. Alors ici, vous avez le contraste, bien sûr. Bon, là, vous allez éclaircir les hautes lumières et assombrir les ombres. Et ça va vous donner un beau contraste. Regardez, la courbe, forcément, s'étend ici et s'étend sur cette partie-là. Et forcément, en faisant un étirement comme ceci, que se passe-t-il? Eh ben, vous avez tout simplement un contraste. Alors si je prends mon curseur des hautes lumières, vous allez voir ici, si je le déplace vers la gauche, vous voyez que là, on va avoir tendance à assombrir les hautes lumières. Vous allez voir que la partie de l'histogramme ici se dirige plutôt vers les tons moyens. Hein. Vous voyez clairement ici, si je vais là, je repars ici, bon, vous voyez que ça s'éclate plus vers le milieu. Ici, en sens inverse, si je le dirige vers la droite, là, vous voyez que, bon, forcément, on va plutôt ramener ces hautes lumières vers le point blanc et on s'en va vers l'écrêtage. Vous voyez, juste comme ceci. Au niveau des ombres, regardez là, si je vais baisser mes ombres, la même chose, je m'en vais plus vers l'écrêtage au niveau du point noir. Et si j'ouvre ici mes ombres, en valeur positive, là forcément, je me ramène plus ici vers les tons moyens, comme vous voyez là. Donc ça va avoir tendance à éclaircir ici un peu mes ombres. Les blancs ici, bon, la même chose, vous allez bouger le point blanc, boum, directement là, ça va être beaucoup plus radical, comme vous le voyez ici. Et si je le baisse, forcément, ça va se ramener un petit peu plus ici au niveau des tons moyens. On déplace complètement les blancs, soit vers la droite, ici, ou soit vers la gauche, bien sûr. Les noirs, la même chose. Bon, si on le dirige ici directement vers la gauche, vous voyez que là, ça obscurcit déjà une bonne partie de l'image au niveau du point noir, bien sûr. Et si vous allez vers la droite, bien sûr, ce que vous allez faire, vous allez éclaircir tout ce qui est noir, d'accord, juste comme ceci. Alors bien sûr, une fois que vous avez compris tout cela, vous vous doutez bien que vous pouvez vous amuser avec ces curseurs. Une méthode qui consiste à ouvrir les ombres à fond et baisser l'autre lumière à fond comme ça. Vous appuyez sur Alt, vous faites votre point blanc en faisant attention de ne pas trop cramer. Vous voyez, vous avez l'indicateur de l'écrêtage aussi, juste comme ceci. Vous avez votre point noir ici. Là, vous voyez que vous commencez à avoir du noir pur, juste comme ceci. Et vous avez ce résultat-là. Mais vous voyez que, bon, par définition, si on regarde la petite différence avant et après, ça peut marcher dans certaines situations. Là, je trouve que c'est quand même assez exagéré. Vous pouvez revenir par exemple au niveau des ombres, un petit peu comme ceci. Au niveau des hautes lumières, vous pouvez revenir aussi un petit peu là. Vous voyez qu'ici au niveau du point noir, bien sûr, vous pouvez
le dégager juste comme ceci. Et au niveau du point blanc, vous revenir un peu en arrière et vous voyez que vous rattrapez quelque chose d'un petit peu plus réaliste, juste comme ceci. Vous voyez, si vous faites la différence entre le avant et le après, là vous avez dégagé un petit peu les tonalités. Après, il vous reste juste à apporter une petite pointe de contraste. Vous voyez, peut-être comme ceci. Et si vous faites votre différence entre le avant et le après, vous voyez qu'on obtient quelque chose d'assez plaisant. On va faire d'ailleurs un plein écran. Vous voyez que là, c'est quand même assez raisonnable. On va revenir ici. Vous voyez le avant et le après. Avant, après. Vous voyez que c'est relativement bien comme ceci. Alors bien sûr, il y a une chose aussi que vous pouvez essayer, c'est que vous avez le curseur automatique. Lui, il va faire une correction automatique de la tonalité. J'appuie sur Auto. Et vous voyez que vous avez ce résultat-là. Avec la vibrance, etc. La plupart du temps, bon, en automatique, on a une surévaluation un peu de l'exposition. Donc, il faut revenir un petit peu juste comme ceci et revoir un peu la donne au niveau des curseurs. Ça peut être un bon point de départ, bien sûr. Mais comme vous le voyez ici, là, je trouve que c'était beaucoup trop. Je préfère jouer avec mes curseurs juste comme ceci. Peut-être ramener un peu plus mon curseur par là. Et rejouer un petit peu l'ensemble avec, bien sûr, en reprenant la main, bien sûr, avec la présence. Là, on va revenir sur la présence, donc le deuxième intitulé. Je vais remettre un peu mes curseurs comme ceci. On va tout simplement revenir sur ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous voyez que là, bon, je vais dégager un peu mes ombres. Je vais pourquoi pas dégager un peu mon point noir comme ceci. Je vais revenir un peu en arrière avec mon point blanc, dégager un peu mes hautes lumières, les baisser plutôt. Et apporter une petite dose de contraste. Vous voyez, pour rester un petit peu dans ce style-là, qui est relativement assez intéressant. Allez, pourquoi pas ouvrir un petit peu plus les ombres. Allez, juste comme ça. Alors bien sûr, à partir de cela, on va s'intéresser à notre présence. Vous avez plusieurs choses, vous avez plusieurs catégories. Vous avez la texture, la clarté, la correction de voile. Et bien sûr, un impact ici sur la couleur avec la vibrance et la saturation. Texture et clarté. On va parler d'abord de la clarté qui, elle, va vous ramener du contraste dans les tons moyens. Si vous allez booster ici le curseur de clarté, comme vous voyez là, cet impact ici de contraste dans les tons moyens, ça va vous marquer une certaine présence justement, c'est pour ça qu'ils l'ont indiqué dans la présence. Ça va impacter forcément des détails assez grossiers, qui est dû au contraste dans les tons moyens, bien sûr, et ça va impacter la couleur, puisque quand vous impactez un contraste, vous allez tirer votre histogramme, et forcément, ça va avoir un impact sur la couleur aussi également. Donc, vous voyez, on a quelque chose juste comme ceci. Le curseur texture, lui, est un petit peu plus fin. Il va s'intéresser aux détails, et il va préserver quand même les détails fins. Vous allez avoir une accentuation forcément de la texture. Vous allez voir ici, je vais aller là, par exemple. Je vais impacter la texture, vous allez voir la différence. Je vais tout simplement monter ce curseur de texture. Et là, vous voyez, on rattrape ici du détail ici au niveau de notre image. Vous voyez, juste comme ceci. Si je vais impacter la clarté, vous allez voir clairement que là, bon, on va ajuster forcément du contraste. Mais bien sûr, le problème, ce qui va se passer ici, c'est que là, bien évidemment, on va impacter aussi également la couleur. Ça va être relativement grossier. Tandis que là, on impacte seulement le détail. Vous voyez, juste comme ceci, et même en valeur négative, on pourrait un petit peu assouplir le tout. Et pourquoi pas jouer avec des réglages locaux sur cette chose-là, bien sûr. Mais la chose peut être intéressante d'appliquer un peu de clarté et de surévaluer un peu plus avec la texture, juste comme ceci. Et là, vous voyez, la combinaison des deux vous donne un beau résultat aussi également. Ensuite, on a la correction de voile. Bon, là, je vais quand même revenir un peu en arrière sur la texture pour pas trop non plus exagérer au niveau du détail. Ici, on a la correction de voile qui, elle, forcément, va nous chasser le voile atmosphérique. Ça va être un peu les conditions climatiques que vous allez avoir dans votre image, bien sûr. Si vous avez, par exemple, une petite brume, une pollution atmosphérique, hein, un brouillard, par exemple, de la buée, enfin, vous voyez un petit peu toutes ces choses-là. Ce curseur va vous permettre de donner un peu de la présence dans votre photo. Là, par exemple, je vais appuyer cette correction de voile, vous allez voir, je vais le ramener ici juste vers la droite. Vous allez noter que là, vous allez avoir justement plus d'impact ici au niveau de votre image. Ça va avoir un impact aussi, n'ayons pas peur des mots, sur le contraste. Hein. Si je reviens ici en arrière, regardez, hop, je fais une correction de voile. Vous voyez que là, on a une présence ici sur la photo qui est relativement intéressante. Donc là, vous voyez que ces trois curseurs-là,
texture, clarté et correction de voile a un impact vraiment important sur l'image. Et on peut vraiment apporter des choses relativement intéressantes. Alors bien sûr, va sans dire ici qu'on peut suivre sur la vibrance et la saturation deux curseurs qui sont relativement simples à comprendre. Vous avez la saturation ici qui va agir sur toutes les couleurs de l'image. Et si vous allez ici sur la droite, forcément, vous allez avoir une présence au niveau des couleurs aussi également. Vous voyez, là, on est très appuyé au niveau de la saturation. Et bien évidemment, on peut ici aller en version négative. Et forcément, là, vous allez chasser la couleur pour venir sur un noir et blanc complètement ici. Bon, bien sûr, là, la différence avec la vibrance, c'est que la vibrance, elle, va saturer aussi les couleurs, mais elle va simplement saturer les couleurs qui ne sont pas saturées. Ce qui fait qu'au résultat, regardez ce qui va se passer. Si je veux aller vers la droite, ça n'aura pas le même impact ici que la saturation, puisque ce sera beaucoup moins violent, puisqu'on va saturer simplement les couleurs qui ne sont pas saturées. On va essayer de rééquilibrer l'ensemble comme ça. Alors bien sûr, si je vous fais un petit exemple, regardez, je suis à 56 ici avec la vibrance, je le remets à 0, je vais faire de même ici avec la saturation. Vous voyez, on a une sacrée différence, là il y a plus de présence avec la saturation, tandis que là ici, avec la vibrance, on voit qu'on ramène quelque chose vraiment de plus léger, on sature les couleurs qui ne sont pas saturées, donc forcément, par définition, c'est beaucoup plus sympa comme ça avec ce curseur de vibrance. Bon, bien sûr, si je reviens ici à 0, que je me fais une petite copie virtuelle, juste comme ceci, là, on va reprendre les mêmes valeurs. Hein. Donc là, ici, je vais remettre ma vibrance à 56. Je vais faire de même avec la saturation ici. Voilà. Regardez, ça c'est la vibrance. Et ça, bien évidemment, c'est la saturation. On pourrait jouer aussi avec la référence. Alors, on va prendre la photo active ici. Et là, hop, je vais faire un clic droit et je vais la définir comme photo de référence. Alors, vous voyez ici clairement qu'entre la vibrance et la saturation, hein, à différence, on va dire, égale au niveau de la puissance sur le curseur, la saturation à plus 56 ici et la vibrance à plus 56 ici, vous voyez que là, forcément, il y a une couleur qui est beaucoup plus riche ici au niveau de l'image de droite et un petit peu moins ici au niveau de l'image de gauche. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est tout à fait normal, puisque la saturation ici à droite, ce curseur de saturation va s'appliquer sur toute l'image, tandis qu'ici à gauche, la vibrance, elle, va saturer les couleurs qui ne sont pas saturées. Ça va avoir tendance à ramener un certain équilibre dans l'image, sans surcharger bien sûr l'ensemble. Donc vous voyez qu'on a ici quelques valeurs assez intéressantes. Bon, là on va retourner ici sur notre image principale, on va retourner au truc de développement. Et si vous voulez faire la différence, regardez ici entre l'image de départ et le après, vous voyez qu'ici on a quelque chose d'assez sympa comme ça avec la vibrance. Bon, on peut revenir aussi un petit peu en arrière. Ce que vous pouvez faire, il y a un truc sympa aussi à faire, c'est par exemple ramener un peu de saturation sur l'ensemble ici de l'image. Alors on va être à plus 11 par exemple, et la vibrance, vous allez la pousser un petit peu plus peut-être, allez à plus 30, quelque chose comme ça, et vous voyez ici, petite différence, avant-après, on a quelque chose de pas mal ici au niveau de l'image. Bon, bien sûr, là, il y a une petite tâche de capteur. On va aller ici directement. On va tout simplement, hop, aller là et on va la supprimer. Bon, bien sûr, vous avez la possibilité d'afficher les défauts. Et là, par définition, vous pouvez voir si vous avez aussi d'autres petits défauts, d'autres petites tâches de capteur. Là, j'en vois une encore ici. Je vais agrandir avec ma petite molette. Boum, voilà. Et ça s'en va facilement. Voilà un petit peu ce qu'on a fait ici avec l'outil corrigé. Bon, l'outil corrigé, j'en reviens aussi ici, vous avez la taille, le contour progressif, vous pouvez jouer aussi avec une opacité. De toute façon, on en reviendra un petit peu sur les petits ajustements ici, c'est-à-dire la grille ici pour pouvoir revoir la composition. Vous avez la correction des yeux rouges et correction tout court au niveau de la correction des défauts. Et là, on a bien sûr tout ce qui est bon, les ajustements locaux. Bon, là, je remarque quand même qu'il ne m'a pas effacé complètement mon truc, là. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. On retourne en arrière. On reviendra prochainement sur un tutoriel donc Lightroom.
Vous voyez, je pose un petit peu les bases, je vois un peu comment je vais pouvoir ramener cette formation ici sur la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Eddy, allez, au revoir.